Salut à tous les amis, ici le projectionniste, et aujourd'hui, on va commencer par s'intéresser à l'année 1959. Déjà parce que 1959, c'est une année où il s'est passé pas mal de choses, comme la première photo de la Terre envoyée depuis l'espace, le crash de l'avion transportant Buddy Holly, The Big Cooper et Richie Valens, et que l'humanité retiendra comme The Day the Music Died, ainsi que Jacques Brel, qui décidait comme ça, sur un coup de tête, de marquer l'histoire de la chanson francophone en enregistrant Ne me quitte pas. Côté cinéma, même si on déplore cette année-là la disparition de Cécile B2000, réalisateur entre autres des 10 commandements avec Charlton Heston et de Cléopâtre avec Claudette Colbert. Mais malgré tout, ce ne sont pas les chefs-d'œuvre qui vont manquer avec la sortie de Ben-Hur, Certains l'aiment chaud, La mort aux trousses, ou de mon western préféré, Rio Bravo. 1959, c'est aussi l'année de naissance d'un certain Samuel Marshall Remy, dans une banlieue de Royal Oak à Détroit, Michigan. Dans une époque bénie où cette ville ne ressemblait pas encore à 8 Mile, les usines tournaient à plein régime, McDonald's venait d'inventer le fast-food et le cinéma Technicolor pointait timidement le bout de son nez. C'est dans les années qui suivirent que le jeune Samuel commence à se passionner pour la réalisation et créer ses premiers courts-métrages, notamment grâce à la caméra Super 8 de son père. Plus tard, il étudiera au lycée Grovers, où il rencontrera deux personnages qui auront une grande importance dans sa vie future, Bruce Campbell et Scott Spiegel. Ensemble, ils réaliseront plusieurs courts-métrages qu'ils diffuseront ensuite dans une association d'étudiants. Après avoir découvert le cinéma fantastique avec un grand F, Sam se décide à la réalisation d'un court-métrage du nom de Within the Wood, qui lui servira de planche d'essai avant de s'attaquer à un projet beaucoup plus ambitieux. Un premier long-métrage. Le dit long-métrage sortira finalement en 1981 et connaîtra un succès mondial devenant quasi instantanément culte. Et ce film, c'est Evil Dead. Donc, Evil Dead, La mort diabolique, La nuit des démons, l'opéra de la terreur au Québec, sérieusement les mecs, faut arrêter maintenant, est un film d'horreur qui se focalise sur cette sympathique bande de jeunes, à savoir Cheryl, Scott, Linda, Shelly et Ash Williams. C'est le héros parce qu'il a un nom de famille. Tout ce petit monde se rend dans une forêt tout à fait charmante, histoire de passer quelques vacances entre amis, quand tout à coup... Bref, après cette tentative d'assassinat et la traversée d'un pont, disons, malingre, le petit groupe arrive à leur destination, une petite maison tout à fait bucolique qui ressemble étrangement à ce qu'aurait pu être la maison de retraite de Leatherface. Mais tout cela n'arrête pas nos vacanciers du dimanche qui s'installent bien décidés à profiter de leur villégiature. Mais comme le film s'appelle Evil Dead et pas Vacances bucoliques dans le marais de Shrek, les ennuis commencent. Alors que Cheryl est en train de dessiner cette somptueuse horloge, celle-ci s'arrête, créant une inénarrable tension. Arrête démon, tu deviens partiellement foufou. Cheryl commence alors, poussée par une force invisible, à griffonner un bouquin avec une tronche super inquiétante dessus. Tout ça juste avant que la trappe dans le sol ne se mette à bouger d'elle-même. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on oublie et on va manger. Bonne humeur, ketchup et patates en salade sont les maîtres mots de ce charmant repas, jusqu'à ce que la trappe refasse parler d'elle, cette fois-ci en s'ouvrant pleinement. Nos 5 compères se pressent alors devant, ne sachant pas trop quoi faire. Descendre et voir ce qu'il y a dedans, ou la fermer puis l'oublier, les avis divergent. Mais Scott, qui est un jeune homme courageux, ou inconscient, décide de descendre pour découvrir le fin mot de cette histoire de trappe auto-ouvrante. Ne l'entendant plus et ayant essayé à plusieurs reprises de l'appeler sans aucune réponse, Ash décide de descendre à son tour pour aller chercher ce gredin de Scott et son mutisme soudain. Waouh, rappelle-moi t'as quel âge ? Bref, maintenant que tout va bien dans le meilleur des mondes, nos deux compères peuvent explorer ce sous-sol si soif qui renferme quelques trésors de fin de donjon, comme ce magnifique fusil, ainsi qu'un poignard plutôt dérangeant, un magnétoscope, et ce bouquin immonde avec une gueule dessus. Ça me rappelle quelque chose. Une fois tout le monde en haut, Scott décide d'écouter ce qu'il y a d'enregistré sur le magnétophone. La charmante voix qui en sort explique alors avoir trouvé ce fameux livre appelé Naturon Démonto, et qui est en fait un ouvrage de nécromancie servant à libérer les esprits maléfiques et à ramener les morts à la vie. Le livre, en plus de son indiscutable bon goût, a la qualité d'être relié en chair humaine et écrit avec du sang. Humain bien sûr, hein. Sinon c'est pas un livre maléfique, c'est juste un carnet de texte pour émo. La voix du magnéto commence alors à lire une des formules du Naturon Démonto, qui a visiblement le pouvoir de faire fumer la forêt et de faire hurler Cheryl. Ouais, la corrélation me paraît évidente. Après toutes ces émotions, Ash profite d'un moment de calme pour faire une surprise du type. Je me suis endormi avec un cadeau à la main pour offrir à sa copine Linda un collier avec une mini-loupe. Pour lire des mini-livres. Maintenant que la quiétude et l'insouciance planent à nouveau sur la maison, Cheryl décide de faire une petite balade nocturne, mais manque de bol, elle tombe sur un arbre violeur qui a ce soir trouvé sa nouvelle victime. Non, arrêtez, je rigole pas, c'est vraiment dans le film. Bon, après cet improbable trip au LSD du scénariste, Cheryl réussit à s'enfuir et est sauvée in extremis par Ash qui a quand même bien pris son temps pour venir ouvrir. Cheryl le supplie de l'emmener à la ville la plus proche pendant que Scott est occupé à démontrer quel connard il est, en traitant de taré une femme visiblement effrayée et à moitié nue. Ash décide d'emmener Cheryl en ville, mais... le pont est détruit et ils sont bloqués là. Bah c'est peut-être l'arbre qui a violé le pont. De retour à la maison, Cheryl, touchée par la grâce de l'arbre violeur, se transforme soudainement en démon, promettant mort et souffrance à ses amis avant de s'évanouir. Profitant alors que tout le monde se jette sur elle... Mais soyez pas cons, voyez bien que c'est devenu un démon, c'est forcément un coup de pute. Donc, profitant que tout le monde se jette sur elle, s'inquiétant de son sort, elle poignarde violemment Linda à la cheville avec un crayon. Ils réussissent malgré tout à la maîtriser et à l'enfermer dans la cave. Mais à ce moment-là, c'est au tour de Shelly, la copine de Scott, de se transformer en gros démon dégueu maléfique et de lui en faire baver, avant d'arracher sa propre main avec sa bouche. The fuck? Ah ouais. Ouais, se bouffe la main toute seule, ouais.
Bon bah on continue. Ensemble, ils arrivent à la démembrer, ce qui, d'après le type du magnétophone, est le seul moyen de se débarrasser des démons dégueux maléfiques. Visiblement, ça marche, même si elle a l'air encore un petit peu virulente quand même. Ouais, coupe le trou en deux là, c'est lui le leader. Après avoir été enterré chez Lee, Scott fait comprendre à Ash qu'il a bien l'intention de se barrer de là. Ce dernier lui rétorque alors que Linda ne peut pas marcher, et Scott décide donc de partir tout seul à base de « Je vous emmerde, je rentre à ma maison. » Ok, tu sais quoi, va crever dans les bois, j'en ai plus rien à foutre de ce qui peut t'arriver, mec. Ash se retrouve donc tout seul dans la maison avec Démon Cheryl et Linda qui, quelle surprise, se transforme également. Et devinez c'est qui revient après à peine 2 minutes en forêt? Scott, qui a très probablement dû croiser la route d'un arbre aussi solitaire que tactile. Ce dernier fait part à Ash de son souhait de ne pas décéder, ce qui visiblement fait beaucoup rire Démon Linda, et putain de merde, ce rire. Ash, dont la santé mentale commence à se dégrader autant qu'un protagoniste d'un bouquin de Lovecraft, balance Linda hors de la maison pour mieux retourner s'occuper de Scott qui est mort. En même temps, je m'en fous un peu en fait. Mais Linda, qui a réussi à revenir dans la maison à l'aide d'un tour de passe-passe démonique quelconque, poignarde Ash. Ce dernier, bien que blessé, parvient malgré tout à la tuer. Il l'emmène alors dans une cabane à l'écart de la maison avant de s'armer d'une tronçonneuse dans le but de la démembrer. Dans ma tête, c'est à ça qu'aurait dû ressembler 50 nuances degrés. Mais j'ai peut-être un problème. De toute façon, il n'y parvient pas et part l'enterrer sans l'avoir fait. Monumentale erreur. Puisque Linda revient à la vie, ou à la mort, du coup on sait plus trop. Ce qui oblige Ash à la décapiter avec une pelle. Ce dernier retourne alors dans la maison pour se faire agresser par Démon Cheryl qui, on ne sait trop comment, a réussi à sortir de la cave entre temps. Il réussit quand même à lui tirer dessus, la foutre dehors et refermer la porte en écrasant au passage quelques doigts. Ash part de plus en plus en couille, mais pas le temps de devenir fou, car Démon Scott refait très vite surface, suivi de Démon Cheryl, plus déterminé et plus dégueulasse que jamais. Ash parvient à ralentir Scott en lui crevant les yeux et en le... vidant, on va dire. Ce qui lui donne assez de temps pour balancer le Naturon des Monteaux dans la cheminée. Cette action pyromanique fait alors émerger le véritable démon, en tout cas ses bras. Un sacré flip pour Ash, heureusement de courte durée, puisque tout ce petit monde se met à fondre. D'une manière vraiment trop cool d'ailleurs. J'aime les gens qui fondent. Laissant Ash seul face à l'aube, unique survivant de cette nuit d'horreur et de massacre. Il sort donc de cette saloperie de cabane, se pensant en sécurité, mais c'était sans compter sur le cadreur fou qui avait décidé de s'attaquer à lui. Et c'est la fin. On revient de loin sur ce coup-là. Evil Dead, c'est pas juste un film d'horreur, c'est LE film d'horreur. Le premier film d'un réalisateur aussi couillu qu'ingénieux. Sérieusement, c'est le Citizen Kane du cinéma d'horreur. Ouais, je compare Evil Dead et Citizen Kane, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Fils de pute. Orson, tu te calmes et tu me laisses développer, ok? C'est vrai que comme ça, on serait tenté de crier à l'hérésie, tant Citizen Kane a été une révolution par son utilisation novatrice du cadre et des profondeurs de champ pour aboutir à une narration visuelle forte et impactante. Ouais, c'en est peut-être en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'Evil Dead est arrivé en son temps comme un véritable ovni cinématographique. Le cinéma d'horreur avant lui n'était pas aussi étoffé qu'aujourd'hui, et mine de rien, il commence à se faire vieux le bougre. Au début des années 60, il n'a même pas grand chose à voir avec celui que l'on connaît à présent. Il a pour représentants principaux des œuvres héritées de la grande époque des Universal Monsters, et j'en veux pour preuve les 238 milliards de Dracula avec Bela Lugosi et Christopher Lee, sortis entre les années 40 et 70, qui sont, j'en suis sûr, encore aujourd'hui dans l'esprit des gens, les dignes représentants d'une période que l'on regarde d'un air un peu désuet de nos jours. Alors oui, il y en a encore qui sortent aujourd'hui, le dernier à ma connaissance en Dracula Untold, mais il y a un moment, faut s'arrêter. Pourtant, c'est bien dans les dites années 60 qu'est sorti le film qui va tout changer, 2000 Maniacs. Sorti en 1964, le film narre l'histoire d'un groupe de jeunes du nord des États-Unis qui se retrouvent pris au piège dans un village du sud. Des États-Unis, toujours. Peuplé par 2000 tarés bien décidés à les massacrer un par un au travers d'un jeu cruel pour venger la destruction du village par les troupes yankees 150 ans auparavant, ce film a été visionnaire et novateur comme c'est pas permis, puisqu'il a à lui tout seul posé les bases d'un sous-genre à part entière, le slasher. Et même si le terme a à la base été utilisé pour qualifier le Psychose d'Alfred Hitchcock, on est encore loin du slasher classique et de sa forme actuelle. La première fois que le terme slasher a été utilisé pour qualifier un film où des personnages ayant un QI proche de celui d'un participant de télé-réalité se font massacrer les uns après les autres par un tueur sanguinaire, fut à la sortie du film Black Christmas en 1974, soit 10 ans après 2000 Maniacs. C'est-à-dire à quel point ce film était visionnaire. Où je voulais en venir? Ah, oui. Bien sûr, le genre de l'horreur n'a jamais cessé d'évoluer, et au cours des années 70, des chefs-d'œuvre comme L'Exorciste, Halloween, le premier, les autres vous oubliez, ou Massacre à la tronçonneuse, ont en leur temps fait hurler les salles obscures. Mais du coup, projectionniste, pourquoi tu nous parles d'Evil Dead et pas de tous ces films trop cool, putain? Eh bien parce qu'Evil Dead a posé une énorme pierre sur l'autel de l'hémoglobine au cinéma, inspirant des générations de cinéastes pour le meilleur et parfois pour le pire. Je vous parle de l'horreur qu'on connaît, hein, l'horreur qu'on peut encore aujourd'hui retrouver dans nos salles de cinéma. En même temps, forcément, quand un film réalisé par un mec sorti de nulle part, tourné en 16 mm avec un budget de 350 000 $, en rapporte 29 400 000 au box-office mondial, il y a du monde au portillon pour récupérer l'idée. Mais bon, comme la vie est une salope injuste et manipulatrice, tout le monde n'a pas le talent de réalisation de Sam Raimi. Evil Dead a eu une importance capitale dans ce que le genre horrifique est devenu au fil des ans. Une tension exacerbée, jouant le plus souvent sur les nerfs que sur la peur brute, couplée à une ambiance sombre et tellement malsaine qu'elle pourrait aisément être palpée par un manchot un peu coquin. Je me défie d'aller voir ce film et de me dire qu'après 25 minutes de ça... en fond sonore pendant que Ash découpe joyeusement ses amis, vous allez en ressortir détendu. Sam Raimi poussera même l'innovation très loin puisqu'il sera à la base d'un procédé encore utilisé aujourd'hui, souvent très mal d'ailleurs, le shaky cam. Vous savez, le shaky cam, c'est ce moment insupportable dans nombre de films mainstream où la caméra part en sucette dans tous les sens et où la lecture de la scène devient, disons,
approximative. Enfin, je parle du circuit mainstream, mais il y a aussi des films indépendants qui le font. Malheureusement, avec le temps, le shaky cam est devenu plus ou moins un cache-misère, et quand on est mauvais pour cadrer des scènes d'action, ce qui, d'après Tarantino lui-même, est la partie la plus difficile de la réalisation d'un long métrage, et franchement, je veux bien le croire sur parole. Aujourd'hui, le film a un petit peu vieilli, donc je comprends qu'il puisse rebuter le plus grand public, mais à l'époque de sa sortie en 1981, Evil Dead c'était novateur, c'était ouf, et c'était fait avec talent. Et ça, c'est beau. Au début des années 2000, Sam Raimi est un réalisateur qui n'a plus rien à prouver. Les studios lui font confiance et lui confient alors la réalisation des 3 Spider-Man avec Tobey Maguire. Et même si le 3ème volet de la saga a déçu public et critique, et en vrai, même encore aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a autant de haine autour de ce film, alors que il est plutôt cool en fait. Alors oui, Peter Parker qui devient émo et qui danse, c'est peut-être pas le meilleur des choix artistiques, et même si j'ai un peu de mal avec quelques trucs comme ce putain de drapeau américain en 3D dégueulasse, Boston Septembre, tout ça, je le défendrai toujours, et ce même pour un seul plan, celui-là. Mais je dis bref. Evil Dead est aujourd'hui un monument incontournable du cinéma d'horreur, et Sam Raimi, un réalisateur reconnu de la scène horrifique, qui a su se forger un univers complètement dingue, mêlé d'horreur, de tripes et de dérision. D'ailleurs, c'est pour garder cette douce opinion naïve et mielleuse intacte que je ne veux pas regarder Alice de l'autre côté du miroir. Alors après, peut-être que je me voile la face, mais bon, ça a l'air d'être quand même sacrément de la merde. Et puis vu le premier... Le film, quant à lui, aura eu droit à 2 suites, sorties respectivement en 87 et 92. Ainsi qu'un remake nulâtre sorti en... Vous savez quoi? J'ai même pas envie de chercher la date tellement j'en ai rien à foutre de ce film. Même si en réalité, Evil Dead 2 fait plus office d'un remake plus ou moins avoué du premier, en oubliant 2 minutes l'aspect ultra sérieux et jusqu'au boutiste, pour livrer une relecture complètement what the fuck. Et c'est très probablement un des meilleurs remakes de tous les temps. En tout cas, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Avec True Lies. Et même encore aujourd'hui, Evil Dead continue d'inspirer le cinéma d'horreur et fantastique, et dont le meilleur exemple est je pense l'excellentissime Cabin in the Wood, réalisé par Drew Goddard et coécrit par Joss Whedon, mais on en reparlera probablement dans un futur épisode. Sur ce, cet épisode de La Bobine est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, restez cinéphages. Compte en faire quoi, maître? Je ne peux rien en faire pour le moment. Tu dois faire quelque chose pour moi. Lâche ça. Tu n'es pas prêt. Et si je l'étais, maître? Tu ne l'es pas. Que dois-je faire pour vous, maître? Tu vas devoir me trouver de quoi faire. Le projecteur.